On est là donc pour 1 heure ce soir pour échanger sur les soins de support. L'idée étant vraiment de pouvoir, avoir une vision un petit peu globale de ce que sont les soins de support sur le territoire de la Loire et de pouvoir ensuite, échanger les uns les autres, répondre à vos questions, à vos commentaires et cetera. Voilà. Donc, pouf, je vous présente rapidement le sommaire et puis on fera un petit tour d'écran pour que les intervenants puissent se présenter. Donc dans un premier temps, le docteur Brégère fera une rapide présentation de l'URPS médecin. Le docteur Fournel enchaînera sur une présentation de la Ligue contre le cancer, donc sur le département de la Loire. Pour également parler ensuite des soins de support au niveau des enjeux, ce que ça représente, et cetera. Nous avons le docteur Maisonnette qui nous fera un petit témoignage justement sur les soins de support, ce que ça peut lui apporter s'il oriente des patients, et cetera. Sous le même format, Romane Béraud présentera le parcours de soins global après cancer, pour lequel le docteur Boulard, fera un petit témoignage des orientations de patients qu'elle peut y faire. Et s'il nous reste 2 minutes, Romane nous dira 2 mots sur le dispositif, Oncogite. Voilà. Donc en termes de logistique, vous pouvez nous poser vos questions et commentaires via le fil de conversation tout au long des interventions et comme ça on répondra à vos questions, à la suite de toutes les interventions. Voilà. Je vous laisse vous présenter chacun et puis ensuite, le docteur Brégère pourra présenter l'URPS. Donc à la limite, Romane, je te laisse te présenter. Donc bonsoir à tous, donc Romane Béraud, diététicienne et coordinatrice du parcours après cancer au comité de la Loire, de la Ligue contre le cancer. Docteur Boulard? Si le micro est bien sûr. Bonsoir, j'avais coupé le micro. Bonsoir, docteur Boulard, je suis médecin généraliste en maison de santé à Panissière dans la Loire. Voilà. Docteur Fournel? Oncologue médical à la retraite depuis peu. J'ai travaillé longtemps au CHU et à l'Institut de cancérologie de la Loire, enfin Lucien Neuwirth. Et actuellement, donc, je suis administrateur au comité départemental de la Ligue contre le cancer et plus particulièrement impliqué dans le projet des soins de support après cancer avec Romane Béraud. Et j'ai été aussi pendant très longtemps coordonnateur médical du 3C, du Centre de coordination de cancérologie Onco-Loire. Merci. Docteur Maisonnette? Bonsoir, donc Franck Maisonnette, je suis chirurgien viscéral et plutôt axé sur la chirurgie carcinologique au HPL à Saint-Étienne et j'ai été pendant une dizaine d'années aussi administrateur au comité départemental de la Ligue où on a mis en place durant ma présence au conseil d'administration les activités physiques adaptées au sein du comité départemental. Super, merci. Du coup, avant de donner la parole au docteur Brégère, je vais me présenter aussi. Je suis désolée, je prends la parole, je me présente même pas. Je suis Adeline Loiseau, du coup, chargée de mission à l'URPS médecin et notamment en charge de la thématique cancérologie. Voilà. Donc, docteur Brégère, on vous laisse la parole et puis on déconnecte nos caméras pour vous laisser plus de place. Bonjour, Pascal Brégère, je suis médecin et discriminateur à l'HPL et je suis élu URPS depuis 2 mandats. Donc, les URPS ont été fondés par la loi HPST pour représenter les professionnels de santé libéraux au niveau des différents organismes de tutelle. Il y a plusieurs URPS, il y a pharmaciens, sages-femmes, kinés, dentistes, il y en a une dizaine. Et moi, je vais vous parler des URPS médecins qui étaient avant la loi HPST, les URML. Donc, chaque région a une URPS médecin. Pour la région Aura, il y a 12 départements, donc Auvergne-Rhône-Alpes, et nous sommes 60 élus. Il y a 2 collèges, un collège de médecine spécialisée en médecine générale et un collège des autres spécialités. Donc moi, je fais partie du collège d'autres spécialités. Nous sommes élus pour 5 ans et nous représentons les 14 500 médecins libéraux de la région Aura. Tout médecin libéral de la région Aura fait partie de fait des URPS. C'est une association type 1901 et le financement est assuré par une partie de nos URSAF. Une petite partie, je vous rassure. Voilà, je crois que je vous ai dit le principal. Et donc, parmi les
On va passer à la slide d'après. Parmi les missions, donc représenter les 14 500 médecins auprès des différentes tutelles, dont l'ARS, organiser l'offre de soins sur le territoire, c'est-à-dire qu'on essaye de participer par nos élus au niveau des SAS, CPTS et autres choses, MSP. On essaye aussi de faire connaître la médecine libérale aux étudiants et aux internes, et d'œuvrer pour l'attractivité de la médecine libérale. On essaie d'organiser la promotion de l'exercice en profession libérale. Et on a aussi un rôle de santé publique pour la promotion de la santé, prévention, éducation. Les thèmes actuels sont surtout l'oncologie, la santé environnementale, l'obésité, vaccination et bien d'autres. Voilà, je crois que j'étais assez rapide, mais ce n'était pas le but principal de cette réunion. Donc, je passe la parole maintenant, sauf si vous avez des questions sur les URPS. Une petite remarque, c'est quand vous êtes invité à voter, votez bien, car votez bien, votez comme vous voulez, mais il faut voter, comme pour toutes les élections en général. Et surtout, on est élu sur des listes syndicales à la proportionnelle, et après de ces élections, on en déduit, enfin les tutelles en déduisent les représentants au niveau de des commissions paritaires locales et commissions paritaires régionales, ainsi que d'autres commissions au niveau de la CPAM. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Docteur Fournel, vous avez la parole. Oui, c'est bon, merci. Donc moi, je vais vous parler en tant qu'administrateur du comité départemental 42 de la Ligue contre le cancer, mais aussi en tant qu'oncologue médical. Alors, la Ligue contre le cancer, bon, je n'ai pas forcément besoin de vous expliquer ce qu'est la Ligue contre le cancer. C'est une association nationale qui existe depuis longtemps et qui est déclinée en comités départementaux. Et donc, pour le département de la Loire, nous avons le comité 42, qui est un comité assez actif, et donc avec des missions, et on peut résumer les missions de la Ligue au nombre de 4. Alors, vous connaissez une des missions essentielles, qui est de financer et de contribuer à la recherche médicale en cancérologie. Donc ça, c'est une mission importante, avec d'autres associations qui également œuvrent dans ce domaine. Mais la Ligue a aussi une mission extrêmement importante auprès des patients et aussi auprès des proches, des aidants de patients atteints de cancer. Donc, dans ces missions, il y a bien sûr, si l'on peut parler avant le cancer, c'est-à-dire d'informer, de sensibiliser les populations à des gestes de prévention, puisqu'on sait que la prévention est aujourd'hui très importante pour diminuer l'incidence de certains cancers. Et également, la Ligue est très impliquée avec d'autres associations dans le dépistage, et en particulier dans les 3 dépistages qui sont aujourd'hui organisés en France, que ce soit le dépistage du cancer du sein, le dépistage des cancers colorectaux et le dépistage du cancer de col de l'utérus. La deuxième chose, c'est pendant la maladie, c'est d'améliorer le parcours de soins des patients, mais aussi d'aider leurs proches. Et la Ligue a développé de très nombreuses actions ces dernières années, notamment dans le domaine des soins de support. Alors on a parlé, Franck a parlé tout à l'heure de l'activité physique adaptée, et qui, comme on le verra, est un des soins de support, mais elle est également très impliquée dans tout ce qui est psycho-oncologie, support nutritionnel, prise en charge de la douleur, etc. Donc, une action très importante au niveau des malades, et également une action qui est peut-être moins bien connue, mais qui est très utile, c'est l'action sociale. Alors, l'action sociale, ça peut se faire de différentes manières. Ça peut être, par exemple, des aides pour le retour à l'emploi des patients qui ont fini leur traitement, mais c'est aussi une action pour des patients en cours de traitement qui se trouvent en grande précarité. On sait que le cancer est souvent un facteur de précarité. Donc, la Ligue intervient par son comité d'action sociale pour aider financièrement
certains patients qui se retrouvent en grande difficulté. Enfin, la quatrième mission, qui est une mission qu'elle partage avec d'autres associations de patients atteints de cancer, c'est de porter la voix des personnes malades auprès des tutelles, des autorités de santé, du ministère, notamment pour la mise à disposition de traitements innovants. Vous savez qu'aujourd'hui, on a énormément de nouvelles molécules pour traiter différents types de cancers, mais en France, on a souvent un problème d'accès à ces molécules, de remboursement. Et donc, la LILC fait partie au titre d'association avec d'autres partenaires pour faire remonter les informations et essayer d'obtenir des tutelles que l'on puisse accéder à ces nouveaux médicaments et qui puissent être remboursés. Donc, voilà les 4 missions de la Ligue. On va peut-être passer à la diapo suivante qui, elle, porte sur les soins de support. Alors, les soins de support, c'est un terme qui est apparu il y a à peu près une vingtaine d'années. C'est la traduction du terme anglo-saxon Best Supportive Care. C'est quelque chose qui s'est développé il y a une vingtaine d'années suite aux États généraux du cancer organisés par la Ligue qui ont eu lieu en 1998, autant que je me rappelle, et qui ont montré qu'à ce moment-là, il y avait des trous dans la raquette en termes de prise en charge des patients. Et puis, ça a été beaucoup développé à partir du premier plan cancer de 2005, le premier plan cancer qui a été initié par le président de la République, Jacques Chirac. Donc, les soins de support, c'est des soins qui font partie intégrante du parcours de soins du patient. C'est l'ensemble des soins et des soutiens nécessaires aux personnes malades pendant et après la maladie, c'est-à-dire que ce sont tous les soins que l'on peut apporter aux patients atteints de cancer, en plus des traitements spécifiques du cancer. Diapo suivante. Voilà. Donc, plusieurs objectifs aux ces soins de support. Tout d'abord, il propose une approche globale de la personne et l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des patients, à la fois sur un plan physique, mais aussi sur un plan psychologique, mais aussi sur un plan social, comme on en a parlé tout à l'heure, avec jusqu'à des aides et des actions pour le retour à l'emploi. Ils prennent en compte la diversité des besoins des patients, ainsi que ceux de leur entourage, quel que soit leur lieu de soins, et donc ils doivent être adaptés aux patients. Donc il faut, avant de mettre en place des soins de support, déterminer quels sont les besoins, les demandes des patients. Et élément très important qui a été démontré par différentes publications qui maintenant commencent à dater de plus de 10 ans, voire 15 ans, c'est que ces soins de support doivent être mis en œuvre dès le début de la prise en charge. Et ils doivent être adaptés tout au long du parcours de soins, tout au long de la maladie et en fonction des différents traitements et des différents événements que le patient va avoir. Donc, ce qui est important, c'est de repérer justement ces besoins en soins de support dès la prise en charge initiale de la maladie cancéreuse. Et ça, c'est l'objectif de ce que l'on appelle le TAS, qui est le temps d'accompagnement soignant. Vous savez, à la suite du premier plan cancer, il a été mis en place ce que l'on appelle le dispositif d'annonce qui comporte d'une part un volet médical, qui est l'annonce de la maladie, des traitements, de l'extension de la maladie, éventuellement du pronostic, etc. Et puis un temps paramédical, qui est en général fait par une infirmière ou un infirmier formé à cette fonction, et qui a pour but justement de reprendre un certain nombre d'éléments de l'annonce médicale, sous un angle un peu différent, par exemple les effets secondaires de la chimiothérapie, de la radiothérapie, les suites de la chirurgie, etc., et de repérer quels sont les besoins du patient, quelles sont les fragilités du patient, et quelles sont ses ressources personnelles, ressources au niveau familial, etc., pour justement ensuite orienter le patient, éventuellement lancer des alertes qui permettent d'adapter les soins de support aux patients. Diapo suivante. Alors, ces principaux soins de support, parce qu'ils sont assez mais les plus courants et ceux qui ont, l'impact le plus important, c'est la prise en charge de la douleur cancéreuse. Bon, ça, qui est une évidence. La prise en charge sociale
qui est de plus en plus important, d'autant que nous avons affaire à des populations qui se retrouvent souvent en grande précarité, la prise en charge diététique et nutritionnelle, la prise en charge psychologique du patient, également la prise en charge psychologique des aidants, des proches, l'addictologie, et notamment la lutte contre les addictions, la prise en charge des troubles de la sexualité, qui est souvent méconnue et dont les patients ont du mal à parler, mais qui est un réel problème, les problèmes d'oncofertilité, donc évidemment chez les patients, plutôt les patients jeunes, mais avec aujourd'hui des modalités de prise en charge qui se sont beaucoup développées ces dernières années, la prise en charge socio-esthétique et bien sûr l'activité physique adaptée dont on a déjà un peu parlé, aussi bien pendant le traitement de la maladie qu'après la maladie. J'ai parlé des centres de coordination en cancérologie, les 3C, qui ont été mis en place en 2005, et les missions des 3C ont un peu évolué ces dernières années, notamment on a un nouveau référentiel qui a été publié par l'INCa très récemment, et les 3C apparaissent essentiellement comme des cellules de qualité, qui ont pour but de vérifier l'organisation de la prise en charge des patients atteints de cancer sur un territoire. Et donc, ces 3C doivent veiller à ce que tout patient bénéficie de soins oncologiques de support adaptés à ses besoins au sein des établissements de santé autorisés pour le traitement du cancer. Et comme le dispositif d'annonce, comme la remise d'un programme personnalisé de soins, le PPS, les soins de support oncologique font partie des critères transversaux permettant aux établissements de santé d'obtenir une autorisation pour la pratique de la cancérologie. Alors, ça va être une autorisation pour la chirurgie, pour la radiothérapie, pour la chimiothérapie, pour 1, pour 2, pour 3 traitements, mais la mise en place des soins de support fait partie des critères d'autorisation, notamment pour l'ARS. Je crois que j'en ai fini avec ma présentation. Alors là, je vais peut-être passer la parole à Romane Béraud, qui travaille au sein du comité départemental et qui est très impliquée également dans les soins de support, notamment après cancer, pour présenter l'Espace Ligue. Romane. Merci Pierre pour cette présentation. Alors là, on voulait juste vous proposer un petit focus finalement sur ce que peut proposer le comité donc de la Ligue contre le cancer au niveau de l'accompagnement des patients en soins de support. Donc à savoir le comité donc, qui est départemental. Donc on a une mission voilà, où on essaye en tout cas d'intervenir auprès des patients au niveau de l'ensemble du département. Nos locaux sont situés à Saint-Étienne, 4 rue Émile Noireau, au niveau donc, du quartier Tardy, pour situer un petit peu pour ceux qui connaissent Saint-Étienne. Au sein de nos locaux, on a un espace Ligue qui est dédié aux patients et aux proches, donc qui est ouvert 3 jours par semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi, où on accueille voilà, toutes les personnes qui sont en cours de traitement ou en fin de traitement, et on accueille également leurs proches aidants pour les accompagner pendant la maladie et après les traitements. Donc, on évalue leurs besoins et on leur propose différents soutiens, différents soins de support. Donc, on a notamment une psychologue qui intervient dans nos locaux, on a de l'activité physique adaptée, de l'aquagym, du soutien diététique avec des ateliers pendant traitement et après traitement dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique du patient. On propose également de la méditation, du yoga, des ateliers pour les aidants, des ateliers aussi autour du retour à l'emploi. Donc, il y a beaucoup de collectifs, hormis, on va dire, pour la prise en charge psycho et la prise en charge avec la socio-esthéticienne, où là, c'est plutôt de l'individuel avec des soins du visage, des soins des mains, des soins de relaxation. Sinon, tout le reste, c'est plutôt des ateliers collectifs où les personnes sont accueillies et peuvent bénéficier gratuitement de cette prise en charge. À savoir pour les patients qui habitent plus éloignés de Saint-Étienne, on essaye de créer de plus en plus de partenariats avec des maisons de santé pour justement pouvoir délocaliser notre offre en soins de support. Et je pense notamment à la maison de santé de Panissière, où Dr Boulard, du coup, travaille, où on a une socio-esthéticienne depuis maintenant presque 1 an
un mercredi par mois qui propose des soins esthétiques aux patients qui habitent à proximité de Panissière, de Feurs, donc plutôt sur la plaine du Forêt. Je pense notamment aussi à des ateliers alimentation qu'on a pu délocaliser à Roanne, où on travaille en partenariat avec les diététiciennes sur place. Voilà, j'anime 2 séances, elles animent 2 séances, et on crée vraiment, on essaye de créer du lien entre les différents professionnels pour proposer une offre aux patients, même ceux qui habitent plus éloignés de Saint-Étienne. Donc vraiment, voilà, j'avais écrit orientation des personnes malades dans nos murs, mais également en dehors de nos murs, au sein du département. Alors, donc, il y a la Ligue contre le cancer, qui propose des soins de support, mais on travaille aussi en collaboration avec d'autres associations sur le territoire, et vraiment notre rôle, c'est aussi de pouvoir réorienter au plus près les patients, au plus près les aidants, pour qu'ils puissent trouver des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, on essaie vraiment de travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs, finalement, du département, qui proposent également des soins de support. Donc, je pense par exemple sur le Rouennais à la maison Sport Santé de Roanne qui propose de l'activité physique adaptée, à l'association La Camille aussi 42 qui peut proposer des ateliers, des activités sportives au niveau de Roanne. L'association Femmes avant tout sur Roanne qui propose également des accompagnements en soins de support pour des femmes touchées par des cancers. Donc, ce n'est pas uniquement le cancer du sein, mais c'est un accompagnement pour les cancers féminins, pour des femmes qui sont touchées par le cancer. Le comité olympique et sportif qui gère la plateforme Sport Santé au niveau du département et qui propose des bilans en activité physique adaptée sur le territoire pour toute personne qui a une maladie chronique, qui a été traitée ou qui est traitée pour un cancer notamment. Donc vraiment, notre rôle, c'est d'essayer d'orienter au mieux les patients vers là où les acteurs au plus proche de chez eux. Voilà, toutes les associations qui sont reconnues sport santé, des programmes de réadaptation à l'effort. Donc, j'ai pas tout listé, mais je pensais au programme Réconfort à Rive-de-Gier pour des femmes touchées par un cancer du sein, le programme des 7 collines aussi à Saint-Étienne. Et puis on peut trouver aussi toutes les associations référencées soins de support au niveau du département sur le 3C Onco-Loire et aussi sur le réseau Onco-Aura, qui est un réseau régional qui référence également les soins de support au niveau de la région et donc du département. Bonsoir, donc je vais vous faire part de mon expérience, même si tout a été dit par Pierre et Romane. Voilà, diapositive. Donc un chirurgien digestif. Alors moi, j'ai la particularité d'avoir une spécialité, j'ai un DSQ de cancérologie, donc je suis un peu plus orienté par une prise en charge globale du patient, mais c'est vrai qu'effectivement, avant de prendre en charge un patient d'un point de vue chirurgical pour un chirurgien, il faut faire l'état des lieux, savoir s'enquérir de son état nutritionnel, et donc ça rentre aussi dans les soins de support avec l'orientation du patient via l'infirmière d'annonce vers la diététicienne. Bien entendu, on l'orientera aussi prise en charge de la diététicienne avec probablement une renutrition orale, peut-être par la mise en place d'une sonde naso-jéjunale pour lui permettre d'avoir une albuminémie correcte et puis pour diminuer la morbidité post-opératoire. Ensuite, sur la prise en charge de la douleur, ça sera plutôt le rôle dans la zone périopératoire par l'anesthésiste, puis ensuite par notre unité. On a des médecins référents dans toutes les structures qui prennent en charge la pathologie cancéreuse pour la gestion de cette douleur. Concernant la prise en charge post-esthétique, alors je rajouterais par rapport à
l'allocution de Romane qu'on a une association qui est récente au sein du HPL, l'ASSOS. C'est l'association des soins de support stéphanoise qui a été mis en place récemment par nos oncologues et qui propose des séances de socio-esthétique et de musicothérapie aux patients. Alors ça, c'est plus dans la prise en charge après médicale, après le ton chirurgical. Et puis, bien entendu, l'activité physique adaptée, moi, je la propose à mes patients. Alors, je pense qu'il y a aussi une délocalisation de cette activité physique adaptée dans certaines mairies ou certaines maisons de santé, puisqu'il faut faire juste donc une ordonnance aux patients, qu'ils aillent au comité départemental de la Ligue. Enfin, je pense que Romane ou Pierre me contredira pas. Et ensuite, les patients sont orientés en fonction de leur lieu de domicile pour réaliser ces activités physiques. Et ensuite, bien entendu, toute la prise en charge psychologique du patient et des aidants dans la prise en charge de cette pathologie. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour parce que Pierre et Romane ont bien détaillé tous les soins de support. Moi, je parlais uniquement de la vie de tous les jours dans la prise en charge donc, des patients qui ont besoin de ces soins de support. Je vous remercie. Merci pour votre témoignage. Alors après, voilà, je ne sais pas, du coup, Adeline, on fait des questions à la fin, du coup? Oui, tout à fait. On pourra revenir sur chaque intervention à la fin parce que peut-être que tu vas répondre à certaines interrogations des participants. Peut-être. Alors voilà, c'est vrai qu'au niveau des soins de support en oncologie, il y a plein d'acteurs. Et ce qui est important, c'est d'essayer au mieux de travailler tous ensemble pour pouvoir orienter au mieux, répondre aux besoins des patients pour que ça soit le plus intéressant pour eux et que ça réponde bien sûr à leurs besoins et leurs attentes. Alors ça aussi, pourquoi on voulait vous réunir ce soir, c'était pour vous présenter plus en détail le parcours de soins après cancer financé par la Sécurité sociale, qui est un dispositif mis en place depuis maintenant 2 ans au niveau national, qui permet à des patients qui ont terminé leur traitement de cancer actif, donc c'est-à-dire qui ont terminé leur radiothérapie, leur chirurgie ou leur chimiothérapie il y a moins d'1 an, donc il y a moins de 12 mois, ils peuvent bénéficier de cette prise en charge en 3 soins de support, à savoir un bilan d'activité physique adaptée et ou un accompagnement diététique et ou un accompagnement psychologique. En libéral, en individuel, avec des professionnels avec qui la Ligue contre le cancer, puisque c'est nous qui portons sur le 42 et sur la partie est du 43, ce dispositif, donc avec des professionnels avec qui nous avons passé convention et qui sont référencés au sein du comité pour pouvoir accompagner des patients dans l'après-cancer. Ce dispositif, comme vous le voyez là sur la slide, il est soumis à prescription. Et donc, ça peut être l'oncologue qui suit le patient, le chirurgien et le médecin traitant qui peut orienter et prescrire le ou les soins de support en fonction des besoins et des attentes du patient. Cette prescription, une fois que le professionnel de santé l'a complétée, c'est soit à lui de nous l'envoyer, soit au patient de le remettre directement au comité, donc soit par envoi postal, soit en main propre s'il habite à proximité de Saint-Étienne. Et puis nous, notre rôle au niveau de la Ligue, ça va être de réorienter le patient vers le ou les professionnels avec qui on travaille pour qu'ils puissent organiser son parcours après cancer avec les professionnels priorisés. Donc voilà, on travaille avec une vingtaine de diététiciennes sur le département, une dizaine de psychologues répartis sur l'ensemble du territoire pour pouvoir orienter au mieux et au plus près les patients dans l'après-cancer. Pour vous donner une idée concrète de comment ça se passe au niveau de ce parcours, un patient, une femme qui a été traitée pour un cancer du sein, on va prendre le schéma classique,
qui a terminé sa radiothérapie au 8 juillet 2024, elle peut bénéficier de ce dispositif jusqu'en juillet 2025. Et peut-être qu'elle aurait besoin d'un accompagnement diététique. Et donc, dans ce cas-là, elle pourrait bénéficier d'un bilan d'1 heure avec une diététicienne et jusqu'à 6 consultations de suivi d'1 demi-heure. Donc, ça permet d'avoir une prise en charge étalée dans le temps et qui permet à la patiente de pouvoir fixer des objectifs et puis voilà, de pouvoir essayer de les mettre en application. Si elle a besoin d'un accompagnement psychologique, dans ce cas-là, elle pourrait bénéficier d'un bilan d'1 heure et de 3 consultations d'1 heure, également avec la psychologue vers qui on l'aura orientée. À savoir que la Ligue peut également poursuivre la prise en charge psycho, si besoin, sur ses fonds propres. Donc voilà, enfin, en tout cas, il y a des choses qui peuvent être aussi proposées aux patients pour pouvoir poursuivre la prise en charge si le patient et si le professionnel estime que le patient en a besoin. Alors du coup, on voulait faire intervenir docteur Boulard, si vous voulez prendre la parole, parce que c'est une médecin généraliste qui nous a adressé. Si je peux juste me permettre, Romane, oui, si tu veux compléter, ouais. Romane, si je peux juste me permettre de rajouter 2 petites choses. Donc, le forfait pour un patient est de 180 €. Donc, effectivement, mais comme l'a dit Romane, et ça, je pense que c'est important, si le patient nécessite une poursuite de prise en charge qui n'est pas couverte par les 180 €, je pense en particulier au suivi sur le plan psychologique, la Ligue s'engage à financer au-delà des 180 €. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, elle a insisté sur le fait que ces soins de support doivent démarrer dans les 12 mois qui suivent la fin du traitement. Alors pour les patients atteints de cancer du sein, ça ne comprend pas l'hormonothérapie, c'est-à-dire qu'on peut les faire chez une patiente qui est sous hormonothérapie. Et il est clair que on s'aperçoit qu'un certain nombre de patients ne rentrent pas tout à fait dans les critères, notamment pour des raisons de délai. La demande peut toujours être faite à la Ligue qui va étudier le dossier et qui peut, en dehors du dispositif qui a été décrit, proposer aux patients des actions, mais qui à ce moment-là ne rentrent pas dans le cadre de ce dispositif. Mais le patient ne sera pas exclu et abandonné. Voilà. Tout à fait. On essaye toujours de pouvoir trouver des solutions et d'orienter au mieux les patients, même s'ils ne rentrent pas dans le critère des 12 mois de fin de traitement actif. Voilà. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous les adresser. Et puis, soit nous, en interne, on a la capacité de pouvoir répondre à leurs besoins, soit après, ce qu'on vous disait tout à l'heure, on réoriente vers d'autres associations, d'autres structures qui peuvent répondre à leurs attentes et besoins. Merci. Je vous laisse la parole, docteur Boulard, si vous voulez nous témoigner du coup l'orientation faite par des patients. Oui, alors vous avez déjà dit beaucoup de choses. Moi, ce que je dirais qu'en tant que médecin généraliste, ce qui est facile, c'est que souvent on revoit les patients une fois qu'ils ont fini tout leur traitement, qu'ils n'ont plus de suivi par les spécialistes. Ils se sentent souvent un petit peu démunis, abandonnés. Et du coup, c'est là où le dispositif, il a tout son intérêt et voilà, on a des super retours, notamment je pense aux patientes atteintes de cancer du sein avant la reprise du travail, quand on leur propose ce type de parcours, elles sont enchantées. Le fait que ça soit pris en charge aussi, étant donné qu'elles n'ont pas, au niveau financier, c'est toujours un peu compliqué après une maladie qui est longue comme ça. Tous les retours que j'ai de mes patientes, ils sont excellents, elles sont ravies. Le fait que ça soit en proximité, qu'ils n'aient pas à aller loin. Nous, on est à Panissière, c'est loin de Saint-Étienne pour les patients. Ils ont déjà fait beaucoup d'allers-retours, soit pour la chimio, soit pour la radiothérapie, pour les différentes visites. Souvent, ils n'en peuvent plus, soit du taxi, soit du transport, tout court. Donc, de leur proposer quelque chose de local, nous, c'est au sein de la maison de santé. Ils sont vraiment ravis. Et voilà, avec nous, on travaille bien en collaboration donc avec notre psychologue. Elle n'hésite pas à demander du coup des rallonges quand il y a besoin. Et voilà,
Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors ouais, c'est vrai que l'orientation de proximité, c'est vrai que c'est quelque chose qui est apprécié des patients, puisque pendant les traitements, voilà, en fonction de leur localisation, ils peuvent faire beaucoup de trajets. Et donc, on a essayé en tout cas de pouvoir passer convention avec le plus possible de professionnels pour couvrir le territoire. Alors, il y a, je crois qu'il y a un médecin qui est présent qui est de Rive-de-Gier, docteur David. Alors, c'est vrai que sur votre territoire, malheureusement, c'est plus compliqué pour nous. Et on n'a pas aujourd'hui de professionnels ni psycho ni diététiciens à proximité de Rive-de-Gier. Au niveau de l'APA, c'est couvert par le CDOSL sur Saint-Chamond, donc voilà, c'est plus facile. Mais voilà, on est dans pas l'obligation, mais en tout cas, on réoriente forcément sur Saint-Étienne ou la périphérie de Saint-Étienne. Mais voilà, on a encore quelques territoires, malheureusement, qui ne sont pas encore couverts. Après, il y avait une prise en charge qui avait été faite au niveau psycho pour un patient qui habitait sur le secteur du Gier. Ça avait pu se faire par téléphone. Donc, voilà, on essaye, en fonction aussi du patient, en fonction de ses difficultés qu'il peut avoir à se déplacer ou autre, de trouver une solution. Moi, je ferai Dr Fournel, deux petits commentaires. C'est vrai qu'on parle souvent des patientes atteintes de cancer du sein et il faut reconnaître que ce dispositif, en tout cas la majorité des patients et patientes qui ont bénéficié de ce dispositif depuis sa mise en place dans le département de la Loire sont des patientes atteintes de cancer du sein. Donc ça, c'est classique et notamment pour tout ce qui est autres dispositifs, soins de support en cancérologie. Mais comme on l'a dit, c'est tous les patients qui ont fini leur traitement. Et je pense en particulier aux cancers colorectaux, qui sont quand même des cancers fréquents, et d'autres cancers digestifs, patients qui reçoivent, qui ont une chirurgie, puis très souvent une chimiothérapie adjuvante, complémentaire. Et là, il faut absolument permettre à ces patients d'accéder à ce type de dispositif, ne serait-ce que par exemple la diététique et l'activité physique adaptée. On sait qu'en plus, l'activité physique adaptée diminue le risque de récidive de cancer. Donc, c'est d'autant plus justifié. Et puis, le deuxième élément, oui, c'est la prescription, comme l'a dit Romane, c'est une prescription qui peut être faite par n'importe quel médecin en charge du patient, aussi bien le médecin généraliste que le chirurgien, que le radiothérapeute, que l'oncologue, que le spécialiste d'organes. Donc, il ne faut pas hésiter à prescrire. Peut-être qu'il y aura des doublons, mais pour l'instant, on sait qu'on est de toute façon en déficit de prescription. Donc, si vous voyez des patients dans vos suivis, prescrivez. Et puis nous, là, au niveau de la Ligue, après, on vérifie si le patient est déjà dans le dispositif ou pas. Ce que je pourrais faire, alors on communique après avec les professionnels de santé, que ce soit oncologue ou médecin traitant, par mon CISRA. Donc, docteur David, du coup, je pourrais également vous envoyer le modèle de prescription par l'intermédiaire de mon CISRA, comme ça vous aurez accès, comme docteur Sani, du coup, je me permettrai sur mon CISRA, du coup, de vous envoyer le modèle de prescription. Et je vois du coup sur la conversation que voilà, vous pouvez en parler à votre diététicienne, bien sûr, si elle souhaite rejoindre le dispositif Parcours après cancer, qu'elle revienne vers moi sans souci. Merci. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Docteur Maisonnette, oui, si vous voulez réagir. Oui, j'aurais aimé intervenir aussi pour faire une remarque. Nous, pour suivre la remarque de Pierre, nous, on est en cancérologie, notamment la chirurgie pelvienne. On a parfois des patients qui ont des troubles de la sexualité et qui n'osent pas en parler. Et on a aussi des psychologues, sexologues à la Ligue pour lesquels on pourrait les adresser, non? Je ne sais pas si Pierre, tu veux répondre. Bon, je te laisse répondre. Après, au niveau de la Ligue, donc on a Karine Martin qui intervient chez nous, qui est psychologue et qui est psychologue aussi sexologue. Et dans le cadre d'un programme d'ETP, dans le post-traitement, on a 2 séances autour de la vie intime et affective.
Très bien, oui, c'est intéressant, oui, tout à fait, Ouais. oui, parce que en fait, c'est vraiment tabou, c'est ce que disait Pierre, et moi, je Oui. me souviens d'une consultation où, en fait, c'est l'épouse du patient qui a parlé des problèmes du mari, tellement c'est quelque chose qu'on met vraiment très, très, très en dehors, et au second plan, au troisième plan, et ça, déjà, ces patients qui ont un problème de cancérologique, ils se sentent diminués, et en plus, voilà, s'il y a ce problème-là, donc c'est important d'en parler et de savoir où les orienter. En tout Ouais, cas, tout voilà, à fait. Karine Martin, elle est psychologue sexologue et elle intervient chez nous dans le cadre de ce programme-là d'ETP, dans le post-traitement collectif. Après, on peut quand même réorienter aussi vers Karine Martin à son cabinet, puisqu'elle a cette spécialité-là de sexo-oncologie aussi. D'accord, parfait. Merci. Adeline Loiseau, du coup, on n'a pas rappelé les chiffres des bienfaits des soins de support, mais c'est prouvé quand même scientifiquement que les soins de support sont favorables à la remise en route, à la reprise d'une vie de qualité, on va dire, pour les patients qui ont été atteints d'un cancer. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux médecins qu'on a en ligne, donc au docteur David et au docteur Sani, pour les inciter peut-être à orienter des personnes vers les soins de support, que ce soit le parcours global ou les soins de support de manière générale, et puis surtout à passer le message aux confrères, en fait. Si je peux me permettre, il y a chez les patients qui ont terminé leur traitement pour le cancer et qui sont entrés dans la phase de surveillance, comme ça a été dit tout à l'heure par, je crois que c'est Dr Boulard, il y a effectivement un sentiment d'abandon, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont souvent passé 9 mois, 12 mois, voire plus, dans différents traitements contraignants, lourds, avec des allers-retours incessants entre le domicile et la structure de soins. Ils ont passé beaucoup d'examens et là, du jour au lendemain, on leur dit ça y est, le traitement est terminé, vos examens sont bons et on se revoit dans 6 mois. Donc là, il y a un vide qui se crée et tous les patients le disent. Et là, il y a véritablement besoin d'une prise en charge adaptée, avec souvent un soutien sur le plan psychologique. Le médecin traitant, le médecin de famille a bien sûr un rôle majeur à apporter vis-à-vis de ces patients. On sait que les soins de support améliorent la qualité de vie parce que ces patients gardent des séquelles physiques, des séquelles psychologiques. On sait que l'activité physique adaptée diminue le risque de rechute. On sait que la prise en charge nutritionnelle, on parlait des patientes atteintes de cancer du sein, celles qui reçoivent une hormonothérapie ont souvent des effets secondaires liés à l'hormonothérapie qui peuvent diminuer l'observance du traitement. On sait globalement qu'il y a une femme sur deux qui ne prend pas quotidiennement l'hormonothérapie sur les 5 ans ou 10 ans qui ont été préconisés. Il y a le problème de la prise de poids, souvent en rapport avec l'hormonothérapie. On sait que le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque de cancer et de récidive d'un cancer déjà traité. Donc, il y a plein d'éléments et plein d'études aujourd'hui qui montrent le bénéfice des soins de support après cancer. Après, on peut aussi parler des soins de support pendant la prise en charge de la maladie, même dans le cadre de cancers incurables dont le pronostic n'est pas forcément très bon. Les soins de support sont importants en termes de qualité de vie. Et puis, il y a un élément qui me paraît majeur aujourd'hui et sur lequel on insiste beaucoup au niveau de la Ligue, et la Ligue travaille beaucoup dans ce domaine-là, c'est la reprise d'une activité à la fois professionnelle, sociale, familiale. C'est le retour à l'emploi pour un certain nombre de patients. Jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années, on avait un peu négligé cet aspect parce qu'on partait du principe qu'un patient qui avait été traité pour un cancer, c'était déjà pas mal s'il allait bien et que finalement, la reprise du travail n'était pas forcément un objectif important. Et beaucoup de patients se retrouvaient de ce fait-là en invalidité. Or, la reprise d'une activité professionnelle, ça fait partie du projet d'un certain nombre de patients. Et ça, c'est important que le patient puisse reprendre, s'il le souhaite, et qu'on lui donne les moyens de reprendre une activité professionnelle ou de changer d'orientation, etc. Et la Ligue travaille beaucoup dans ce domaine avec notamment les médecins du travail.
Donc voilà. Merci beaucoup. On va peut-être Docteur laisser Samy, docteur Roman David, présenter n'hésitez Oncogîte. pas. Oui, tout à fait. Alors, j'aurais juste, moi, vu qu'on est sur le parcours, une petite question par rapport au parcours. L'histoire de la des 12 mois après la fin du traitement, pardon, c'est pour la prescription ou tous les soins de Oui. support qui ont Non. été prescrits Non. doivent avoir lieu pendant C'est la cette année? prescription. C'est la la date C'est la de prescription. Ouais, c'est Ok, ça. super. La Oui, donc prescription après, doit les soins de dater. support peuvent mettre 6 mois, 1 an à se mettre en place, il n'y a pas de souci, quoi. Il faut que Oui. que les bilans soient réalisés dans l'année de la prescription. Dans Dans l'année l'année de de la la date de prescription la aussi. prescription. Voilà. C'est la D'ailleurs, seule condition. on se rend compte que souvent la prescription, elle est faite de plus de 6 mois, largement plus de 6 mois après la fin du traitement. C'est-à-dire quand le patient ou la patiente est revu en consultation par son chirurgien ou son oncologue ou son radiothérapeute, ou parce qu'elle revoit son médecin traitant dans le cadre de son suivi, et qu'à ce moment-là, on pense à... Voilà, donc oui, la prescription doit être faite dans les 12 mois qui suivent. Et après, elle a tout le temps pour faire ses soins de support. Oui. Ça marche. Merci. Du coup, oui, effectivement, Romane, tu peux dire un mot sur Oncogîte, on a le temps. 2-3 mots sur Oncogîte. Alors, Oncogîte, c'est une association, une association qui a été mise en place à Bordeaux, qui permet de lutter contre les troubles cognitifs après cancer. Et du coup, il y a eu un partenariat de la Ligue nationale pour pouvoir proposer ces ateliers cognitifs aux patients, patientes qui ont terminé leur traitement de cancer, donc d'hormonaux, d'immuno, chimio, etc. Là, il n'y a pas de deadline de temps. Toute personne qui a terminé ses traitements et qui identifie avoir des difficultés de concentration, de mémorisation, un peu une sorte de brouillard cognitif, peut participer donc gratuitement à des ateliers de remédiation cognitive. Ces ateliers, ils sont animés par des neuropsychologues en distanciel qui durent 1 heure et qui sont étalés dans le temps, puisque c'est une démarche par contre de 4 à 6 mois pour pouvoir voir les avantages au niveau cognitif, des améliorations au niveau de la mémorisation, de la concentration. Donc, il faut que le patient il s'engage aussi sur du, entre guillemets, long terme au niveau de cet accompagnement-là. Il a donc 1 fois par semaine, il peut se connecter en choisissant le créneau horaire qui lui convient pour pouvoir faire son atelier de remédiation cognitive. Et puis à la maison, il a en parallèle des petits exercices qu'il doit faire pour pouvoir entretenir justement ce qu'il a vu en atelier. Donc avec le partenariat qu'il y a eu au niveau de la Ligue nationale, les patients qui sont concernés et qui ont besoin et qui souhaitent bénéficier de ces ateliers-là peuvent contacter la Ligue 42. Et dans ce cas-là, nous, on leur donne un code d'accès pour qu'ils puissent en bénéficier gratuitement. Donc, c'est un réel soin de support aussi pour les patients. On a des excellents retours de personnes qui ont participé à ces ateliers, qui voient vraiment une amélioration au niveau de leur capacité, on va dire, intellectuelle, de l'attention, etc. Et donc, voilà, n'hésitez pas aussi à en parler à vos patients qui sont dans l'après-cancer et qui vous font part justement de ces difficultés. Voilà, c'est gratuit, c'est en distanciel, je peux me connecter il y a plein de créneaux horaires qui sont disponibles le matin, pendant midi, l'après-midi, en fonction des personnes qui travaillent ou pas. Et voilà, c'est gratuit aussi au niveau du comité. Je ne sais pas si c'est des choses qu'on vous a fait déjà remonter, peut-être docteur Boulard, sur des troubles cognitifs, des troubles de mémorisation, des patients en post-traitement. Oui, j'ai 2 patientes qui sont en cours qui testent Oncogîte en ce moment, là, qui ont débuté, qui sont très contentes. 2 patientes qui ont eu des cancers du sein. Oui. Et pour l'instant, les retours sont assez positifs.
Ok. Ouais, c'est vrai des ateliers assez que ludiques. c'est vrai que on se rend compte de plus en plus que les traitements du cancer, et notamment la chimiothérapie, peuvent induire des troubles cognitifs, des difficultés de mémorisation. Ça, c'est quelque chose qui était assez peu connu il y a encore quelques années. On commence à avoir des publications dans ce domaine-là. Donc ce projet, il a un double intérêt. C'est à la fois, bien sûr, un intérêt majeur pour les patients parce que ça permet de faire ces ateliers de remédiation cognitive et de les aider dans cette phase-là. Et le deuxième intérêt du projet, c'est un projet aussi de recherche qui a pour objectif d'évaluer tous ces troubles et de montrer qu'on peut les améliorer, les corriger avec ces ateliers. Donc c'est vraiment un projet très intéressant, à la fois pour les patients directement, mais aussi sur le plan de la connaissance. Super, merci beaucoup. Est-ce que nos participants ont des questions ou des commentaires? Il ne faut pas hésiter via la conversation. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Que ce soit les témoignages ou les présentations, ça apporte vraiment beaucoup d'informations et je suis ravie qu'on ait pu organiser ce webinaire sur la Loire. Merci beaucoup. Le Merci docteur Adeline, David est en train... toi aussi. Avec plaisir. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout a été très clair pour le docteur David, donc c'est parfait. J'espère que ça a été le cas aussi pour le docteur Samy. En tout cas, voilà, merci à pas tous. aussi à en parler à vos confrères, comme tu disais. Excuse-moi Adeline, je te coupe, Vas-y. mais voilà, de parler de tout ce qui existe aussi à vos confrères, à l'ensemble des professionnels finalement de santé qui sont en contact avec des patients pendant ou après cancer, pour qu'on puisse pouvoir les accompagner. Aujourd'hui, on a encore des patients qui nous disent « Ah bon, mais vous proposiez ça, ah si j'avais su, ah si ». Et du coup, c'est dommage que finalement, ils aient pas pu en bénéficier au moment où ils en avaient besoin. Enfin, en tout cas, où ils en avaient le plus besoin. Donc, voilà, il faut qu'on communique et dans l'intérêt des patients. Effectivement, il y a eu des retours de médecins ou de coordonnateurs de ce parcours qui expliquaient que finalement, des fois, c'est même les patients qui demandent à leur médecin de leur prescrire ce parcours de soins de support. Donc, c'est un petit peu dommage pour le coup. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'URPS médecin, on essaie de faire ces webinaires sur les soins de support dans tous les départements de la région pour diffuser l'information auprès des médecins libéraux le plus possible, quoi. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire circuler l'information autour de vous. Vous savez que dans la Loire, Romane est là pour vous apporter toutes les infos possibles et imaginables sur les soins de support. Donc, voilà, et puis vous pourrez bien sûr réorienter sur le replay du webinaire vos collègues. Il ne faudra pas hésiter. Je vous enverrai le lien du replay dès qu'il sera disponible. Eh bien, en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à nos intervenants, merci à nos 2 participants qui se sont connectés. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous, du coup, une très bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci. À tous. Bonne soirée.